Bonjour, on les désigne comme les enfants issus de la migration. Une jeunesse qui aujourd'hui cherche ses repères, son identité culturelle. Quel est son rapport avec la communauté dont elle est issue et quel est son avenir ici en Europe? Alors, avec nous pour en débattre aujourd'hui sur le plateau de notre émission Africa Europa, Madame Cécile Kienge, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée. Mademoiselle Esther Tchaba, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Miss Africa 2014. Exact. Mademoiselle Marie-Charlotte Tatepo, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable en communication de l'ASBL Change. Oui. Et Monsieur Dieudonné Lakama, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur de l'ASBL Change. Exactement. Voilà. Alors, Madame Cécile Kienge, avant d'être eurodéputée, vous avez été la première ministre italienne de l'intégration d'origine africaine. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience et de votre parcours personnel? Bon, il faut dire que mon parcours, c'est un parcours d'une personne issue de l'immigration. Et moi, je considère souvent un parcours qui a eu un très grand impact là, sur la société et dans ma vie aussi, dans le sens que c'est un parcours de rupture. Rupture de tabou, rupture culturelle. Et chaque fois que je franchissais une étape, c'était pratiquement comme si je franchissais aussi des barrières qui étaient à l'intérieur d'une société. Alors, j'ai vu ça déjà dès le moment que je suis partie très tôt. J'ai abandonné ma famille pour aller en Italie pour faire la médecine. Donc, la première fois qu'il y a eu une femme à l'université, là où j'avais étudié, c'était l'université catholique de Rome. Une femme seule, c'est-à-dire je suis devenue médecin, ophtalmologue, chirurgienne, je suis devenue politicienne. Et après ça, je suis entrée au Parlement italien pour devenir ministre et aujourd'hui député européen. Donc, en regardant tous les parcours, je me suis rendu compte que aujourd'hui, il faut regarder à ce qu'on veut devenir plutôt qu'aux barrières, c'est-à-dire à ce qu'on a comme obstacle. Donc, il faut aller au-delà des obstacles et regarder ce qu'on veut réaliser dans sa vie. Okay. Alors justement, l'immigration a plus de 30 ans. Quel est votre constat en 30 ans d'immigration? Est-ce que la situation des enfants d'immigrés est pareille que les immigrés aujourd'hui? Bon, c'est pas la même chose dans tous les pays. Ça dépend de ce qui a été, ce que les pays ont mis comme politique d'intégration. Alors, on ne peut pas comparer la même chose de l'Italie à la France ou à la Belgique, puisque si on part en France, on trouve les banlieues. Si on part, par exemple, on trouve un modèle d'intégration qui est différent du modèle d'intégration qu'on a, par exemple, à Londres ou dans d'autres pays, en Hollande ou dans d'autres pays qui est, par exemple, l'Italie. L'Italie, par exemple, n'a pas un modèle d'intégration. Ce qui fait que les enfants issus de l'immigration et la jeunesse issue de l'immigration et dans des pays là où il n'y a pas un bon modèle d'intégration, ont beaucoup de difficultés d'identité. Alors, je peux dire que les statistiques doivent aussi tenir compte du fait que les politiques d'intégration influencent le futur aussi de la jeunesse issue de l'immigration. Oui, merci. Alors, Marie-Charlotte, donc vous avez reçu une partie de l'éducation, de la culture du pays de vos parents. Oui. Alors, vous sentez-vous plus européenne ou africaine? Il y a aussi un nouveau terme maintenant qu'on utilise, c'est afropéen. Est-ce que vous sentez-vous afropéenne? Et vous pouvez aussi nous expliquer ce mot, afropéen? Mais voilà, il est vrai que mes parents sont d'origine camerounaise. Ayant grandi ici en Belgique, mais étant née au Nigeria, j'ai un peu un mélange de culture déjà au départ. Maintenant, le terme afropéen, pour moi, ce n'est que récemment que je me le suis approprié, puisque avant, je ne me considérais pas vraiment comme entre deux. Mais je pense que à travers mes voyages et mes expériences aussi professionnelles, j'ai pu découvrir justement que ma culture était mixte. Donc, l'héritage de mes parents est africain,
Mais ayant grandi en Europe, je ne peux pas nier aussi qu'il y a une influence sur la culture européenne qui a déteint sur moi. Donc je pense que c'est le mixture et l'acceptation qu'il y a un certain métissage qui a eu lieu entre les deux et qu'on n'est plus tout à fait africain, mais on n'est pas vraiment à 100% européen non plus. Donc il y a un milieu qu'il faut analyser et savoir trouver en fait une balance pour vraiment pouvoir s'identifier en tant qu'individu. Merci. Dieudonné, pouvez-vous nous parler justement de l'ASBL Change, expliquer vos objectifs, vos actions? Ben justement, un des objectifs de l'ASBL Change, c'est justement d'aider ces jeunes enfants d'immigrés à chercher leur place ici dans la société européenne, puisque on vit en Europe et il faut absolument prendre notre place. Et on aide ces jeunes-là à trouver leur propre identité. Et pour ça, on utilise la technique moderne, style l'apprentissage de qui je suis, pour mieux se projeter dans le futur et apprendre à devenir quelqu'un avec toutes les complexités que peut avoir la difficulté d'être d'origine étrangère et de vivre dans un continent qu'on n'a pas tout à fait des fois l'occasion de s'identifier à toutes les personnes vivant dans cette communauté-là. Voilà. On est dans des pays où il y a des fortes diversités et on doit prendre notre place et puis voilà. Merci. Alors Esther, donc vous avez été élue Miss Africa ici en Europe. Pour vous, quel est le rôle d'une Miss Africa européenne? En tout cas, déjà, pour moi, premièrement, le rôle d'une Miss est surtout représenter l'Afrique, même si je n'ai pas encore été, mais j'aurai la possibilité d'y aller cette année. Et c'est surtout valoriser la culture africaine, des coutumes africaines, la femme africaine, et surtout être un bon exemple pour les jeunes, pour qu'ils peuvent suivre quelqu'un qui a vécu cette expérience. Voilà. Okay. Mais vous êtes européenne. Pourquoi, par exemple, vous n'avez pas participé à un concours de Miss Europe? Déjà, je suis africaine, donc je participe à un concours Miss Africa aussi par fierté de mes origines et aussi parce que c'est un concours pas seulement de beauté et peut-être je participerai un jour aussi à un concours européen, mais ça dépend parce qu'il y a tellement de concours européens qu'il faut vraiment voir si c'est quelque chose qui va avec et ça dépend du temps, le temps nous dira. Voilà. Alors, Madame Cécile Kienge, justement par rapport aux différents exemples, peut-on reprocher à un jeune issu de la diaspora le fait de trop s'impliquer dans sa culture d'origine à travers des manifestations, comme par exemple Miss Afrique ou les actions de l'ASBL Change? Non, et justement, avant, je pensais une autre chose, mais j'ai entendu parler Miss Belgique. Miss Africa. Ah, Miss Africa. Et ça m'a vraiment touchée, puisque effectivement, moi aussi, j'aurais posé la même question. Pourquoi vous n'avez pas participé à Miss Belgique, par exemple, Miss Europe, et plutôt que Miss Afrique? Alors, tout ça, ça reporte un peu, ça me ramène un peu à la question, si vous ne vous impliquez pas un peu trop. Moi, je trouve que déjà, la question de dire s'impliquer, c'est comme si on était en train de reprocher quelque chose à la jeunesse. Alors, j'aurais utilisé, par exemple, un autre thème, qui est celui de dire comment on peut aider ces jeunes à pouvoir se sentir entièrement européens et africains, puisqu'ils ont des origines, puisque en entendant sa réponse, là, je me suis vraiment posé la question de ce qu'elle voulait exactement, ce qu'elle était en train de nous communiquer. Elle est en train de demander de pouvoir avoir d'être accompagnée à connaître sa culture,
la culture d'origine de ses parents, et puisqu'elle connaît déjà la culture européenne. Elle a besoin de renforcer son identité pluraliste, puisque à l'intérieur d'elle-même, elle n'est pas seulement une personne d'origine africaine, elle est une personne qui a beaucoup d'identité à l'intérieur. Alors moi, je crois que on ne peut pas le reprocher, mais on doit demander plutôt aux institutions et à des associations comme Change, aux parents, de pouvoir accompagner ces enfants à pouvoir, comment je peux dire, à pouvoir renforcer leur identité pluraliste, puisque c'est ça la valeur ajoutée. Et si la société du demain voit dans le futur, on veut une autre Europe, c'est une Europe là où la personne ne doit pas avoir une seule identité, mais doit être une personne avec une identité pluraliste. Et ça m'a vraiment touchée en entendant sa réponse, puisque moi, c'est comme si elle était en train de demander quelque chose à nous qui sommes ici, aux personnes qui sont dans les institutions, qu'elle a besoin de se reconnaître dans toutes ces cultures. Elle n'a pas besoin de se caractériser dans une ou une autre culture. Elle a besoin de ça, des instruments à l'intérieur des institutions qui puissent les accompagner à devenir des personnes avec une identité pluraliste. Alors justement, il y a des politiques qui déclarent que le communautarisme peut être un frein à l'intégration. Pensez-vous justement que le communautarisme peut être un frein à l'intégration? Et est-ce qu'aussi on met toujours en avant justement ce communautarisme, mais il faudrait peut-être aussi mettre plus en exergue l'acceptation? Alors là, il faut dire que quand on parle du communautarisme, il faut aussi essayer de sortir de la logique du relativisme culturel. Puisque il y a des fois, il y a des institutions, il y a des gens ici, et que quand on parle de communautarisme, et on se réfère par exemple à une pratique, à une tradition, ils ont toujours tendance à dire, bon, ça leur appartient puisque c'est leur culture. Moi, je crois que le communautarisme peut être une richesse ou une valeur à ajouter du moment où les institutions savent comment gérer cette politique, en essayant d'accompagner les communautés, en essayant d'accompagner aussi les personnes qui font partie de cette communauté à ne pas trop se renfermer pour faire une forteresse là où ça devient impossible de pénétrer. Mais les monocultures, on sait, ça n'a pas d'avenir. Alors, il faut s'ouvrir. Il faut essayer de partager, il faut essayer de se mélanger avec les autres, tout en sachant que on a quand même une identité qui provient, par exemple, du pays d'origine. Alors, le communautarisme peut aider, mais que ça ne devienne pas une prison. Autrement, ça peut emmener à un échec et ça emmène souvent à des conflits culturels. Donc, il faut savoir s'ouvrir, il faut savoir partager et il faut aussi savoir accepter, mais pas dans le sens de relativisme culturel, dans le sens d'une prise de conscience qu'il y a d'autres cultures, d'autres communautés. On doit savoir comment partager. Okay. Alors, justement, la jeunesse, donc la diaspora, les jeunes de la diaspora sont souvent confrontés à des problèmes qui ne sont pas nécessairement liés à des facteurs sociaux, comme au niveau de la recherche de l'emploi, au niveau de la recherche du logement. Il y a souvent des discriminations. Il y a aussi des problèmes sociaux liés à la précarité, l'échec scolaire. Est-ce qu'au niveau de l'Europe, il y a une avancée par rapport au règlement de toutes ces problématiques? Oui, bon, on a un problème au niveau, par exemple, de l'Europe. Et c'est le fait qu'on a des directives, on a une stratégie entre les 28 pays membres. Malheureusement, on n'a pas une politique commune. Alors, pour avoir une politique commune, je crois que on devrait normalement, les 28 pays membres devraient normalement être d'accord sur quelle politique il faut avoir dans le sens politique d'intégration et aussi pour les politiques d'emploi. C'est ça le problème, par exemple, de l'Europe. On a l'article 80 qui parle de la solidarité et du fait que la responsabilité doit être partagée entre les 28 pays membres, mais qu'on part appliquer ça dans certaines stratégies et on ne trouve pas la même vision dans tout le pays.
Alors, pour ce qui concerne les politiques d'intégration, chaque pays a la responsabilité d'une politique d'intégration. C'est pourquoi je disais même au début, il y a des pays qui n'ont pas un modèle d'intégration. Par exemple, il y a des pays qui ont un modèle d'intégration, mais il faudrait qu'à un certain moment, on puisse avoir une réflexion au niveau du Parlement, de la Commission, pour savoir quels sont les critères communs qu'on peut mettre au niveau des politiques, de la politique d'intégration. Merci. Alors, Dido, justement, Dieudonné, Dido, ok. Voilà. En matière de jeunesse, on parle souvent du phénomène de bande. Donc, vous devez sûrement connaître ça. Donc, les groupes de jeunes qu'on associe au communautarisme. Alors, quelle est la position de l'ASBL Change? Est-ce que vous faites des actions On essaie vraiment de faire une action en relation avec les problématiques que ces jeunes rencontrent. On a assez d'expérience pour se rendre compte que ces problèmes de bandes urbaines, qu'on nomme comme ça, et qui sont souvent des problèmes communautaristes, puisque c'est souvent des bandes issues de même origine. Avec les recherches qu'on a faites, et surtout avec le travail et le contact qu'on a avec eux, c'est souvent issu justement de ce sentiment qu'on les a expulsés de la communauté européenne, qu'on les a expulsés de leur pays qui est la Belgique. On les met un peu à part. Et par rapport à ça, ils ont créé leur propre société, leur propre communauté, où ils ont leurs propres règles. Et malheureusement, des fois, il y a des déviances qui leur mènent à faire des actes très répréhensibles. Donc, on parle d'intégration, mais il faudrait aussi parler des problèmes que ces jeunes rencontrent, parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils ne sont pas reconnus comme membres de la société en part entière. Et eux, comme ils se sentent rejetés, alors ils se mettent en système de défense et ils ne se reconnaissent même plus en tant que Belges, puisque c'est pour ça. En fait, c'est ça, en fait, le conflit, c'est qu'il y a des séparations entre les certaines couches de la société qui poussent certaines personnes à rentrer des fois dans l'extrémisme et justement dans l'exclusion totale. Voilà. Et alors, quelles sont les actions? Vous avez peut-être un exemple, une action concrète que l'ASBL Change a entrepris par rapport à cette problématique? Oui, le 13 décembre, nous avons tenu un colloque sur les bandes urbaines. Nous avons invité différents types de personnes. Donc, il y avait des politiciens, donc sur la commune de Saint-Josse, dont M. le bourgmestre Émir Kir, Philippe Boisqueté, et aussi des agents de prévention qui étaient là aussi pour nous parler de leur travail sur le terrain avec des policiers de la section police de Mille-Bruxelles. Et nous avons aussi invité d'autres associations qui ont travaillé sur la problématique durant les 20 dernières années avant nous, comme l'Observatoire Bayaya, donc pour nous donner leurs expériences, pour nous relater quel travail a été fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et à part ça, je pense qu'on a eu aussi des témoignages très poignants des mères de victimes qui étaient là pour voilà, nous parler de leurs souffrances et de problèmes au niveau de la justice aussi qu'elles rencontrent et le manque de soutien au niveau psychologique aussi auquel elles doivent faire face. Et par rapport à ça, nous avons décidé donc de créer un comité de soutien aux familles de victimes afin de leur apporter une structure solide pour pouvoir aussi voir... et je pense que la rencontre nous a permis de constater quels sont les échecs, parce que c'est un échec général en fait. Ce n'est pas juste les familles ou les politiciens, c'est un échec général de la société. Quand un jeune tombe dans la délinquance, ça veut dire que la société part a failli à son devoir d'éducation. Quand il s'agit au niveau du communautarisme, ce qu'on constate au niveau des bandes urbaines, c'est que beaucoup de ces jeunes sont issus donc de l'immigration et ne sont pas, comme mon collègue Dido a dit, reconnus en tant que citoyens belges à part entière, donc ils ne se sentent pas belges. Du coup, on s'est rendu compte qu'au niveau des cours d'histoire même, il fallait qu'il y ait un travail qui soit fait pour avoir plus de valorisation de ces communautés qui sont souvent négligées au niveau de l'histoire. Et je pense ils sont quelque part laissés en marge, hein, on pourrait dire. Et voilà, on n'apprend pas forcément notre histoire en tant qu'Africains à l'école, mais à travers notre travail dans l'ASBL, donc maintenant on est en train d'organiser des conférences formations qui auront lieu aux Beaux-Arts avec Mémoire coloniale, qui lutte contre la discrimination aussi, afin d'apporter cette initiation à l'histoire africaine et à la culture qu'on essaie toujours de valoriser à travers nos activités et nos événements.
afin qu'ils puissent connaître plus leurs origines, justement. Mais justement, vous dites qu'ils ne se sentent pas belges, donc qu'ils ne se sentent pas européens. Oui. Pour vous, quels sont justement les facteurs d'exclusion qui leur montrent et qui leur emmènent à penser pourquoi ils ne se sentent pas acceptés? Déjà, quand on parle d'immigration, ça signifie qu'ils sont immigrés. Donc, beaucoup sont nés en Belgique, mais on parle toujours d'immigrés. Donc, quelque part, ils doivent s'immigrer alors qu'ils sont censés déjà être immigrés en tant que Belges. Donc, on ne devrait pas forcément parler d'intégration, mais plutôt d'éducation. Ne pensez-vous pas qu'on devrait plus parler de diversité plutôt que de communautarisme? Je ne sais pas, Madame Cécile Kienge. Oui, moi je crois que tout ça, ça fait partie du changement culturel aussi, dans le langage, dans un peu dans les messages qu'on veut transmettre, puisque quand on parle de communautarisme, déjà nous sommes en train de dire que c'est un groupe à part. Mais je crois que en parlant de diversité, on devrait normalement reconnaître aussi la diversité comme une richesse, comme une valeur ajoutée, c'est-à-dire ça doit faire partie de la société, des politiques, ça doit faire partie de chaque secteur. Alors là, on fait déjà un pas en avant. Donc. Okay, merci. Vous avez Moi, ce que je voulais rajouter par rapport à la diversité, c'est que ces jeunes-là, déjà, ils n'ont pas une image positive de eux-mêmes. Parce que quand on regarde à travers les médias, quand on regarde par rapport à leur représentation dans la politique, on n'a pas toujours, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens qui nous représentent un tout petit peu. Il y en a trop peu aujourd'hui. Un jeune, s'il regarde, s'il est à la recherche de sa propre image, de sa construction de lui-même, en regardant malheureusement les médias, il retrouvera, en tout cas pour moi, qu'il y a un côté péjoratif de ce que nous on est en tant que Noirs. On montrera souvent les choses négatives du noir, la pauvreté, la misère, la famine, la mendicité, la délinquance. Et on a très peu de modèles positifs de réussite qui permettent à ce jeune-là de se projeter dans un avenir positif. Donc ça, c'est la première chose. Et quand on parle de diversité, certes, c'est ce que nous, on prône, mais comme vous dites, c'est une richesse, mais cette richesse-là, elle n'est pas souvent valorisée. On ne pousse pas la diversité dans... Par exemple, vous avez dit vous-même que ces jeunes-là rencontrent des problèmes à partir du moment où moi et une autre personne qui a la peau blanche, on aurait les mêmes diplômes, arriver face à un employeur, il aura beaucoup plus d'aisance à choisir le demandeur d'emploi, mais qui a la peau blanche. Donc ça se passe aussi par rapport à une recherche d'appartement, de maison ou de quoi que ce soit. Donc tous ces systèmes de racisme, déjà, quand on parle de racisme, on fait un travail à la date du 22 décembre, du 22 mars, où justement, on veut essayer que les gens reconnaissent qu'il y a un racisme spécifique aux Noirs aussi, pour que dans la diversité, pour qu'il y ait une réussite dans la diversité, il y a le mot le plus essentiel pour moi, c'est l'égalité. Pour moi, il n'y aura pas une réelle diversité tant qu'il n'y aura pas les deux termes, l'égalité. C'est-à-dire que si jamais il y a toujours des classements, et comme par hasard, nous, on est toujours en bas, je ne vois pas pourquoi je vais accepter ou m'adapter ou bien m'incorporer dans un système où moi, j'aurai toujours la classe de celui qui est en bas. Donc le terme le plus important pour moi, avant la diversité, c'est d'abord l'égalité. Et ça peut s'ouvrir à d'autres débats, pas seulement racial, mais aussi égalitaire dans le sens financier. Ouais. Okay. Alors, Esther, la plus jeune du groupe, donc voilà, vous êtes européenne, d'origine africaine, et vous faites partie de la communauté germanophone de Belgique, c'est bien ça. Donc voilà, c'est beaucoup de choses. Hein. Donc, et vous parlez français, allemand. Alors, comment vivez-vous cette multiculturalité? En tout cas, je la vis très bien. Ich lebe sie sehr gut. J'ai la chance d'être d'origine africaine, d'être née en Europe. Et je parle pas seulement l'allemand, le français, mais aussi l'anglais. Et en tout cas, toutes ces langues m'ouvriront la porte dans le futur pour le domaine de travail ou même le loisir. Et voilà, c'est aussi quelque chose que je veux transmettre aux jeunes, de s'investir, d'apprendre des langues et d'être ouvert pour tout ça. Oui. Pour vous, quelle est pour vous la définition d'une bonne personne intégrée?
Dido. C'est quelqu'un, en tout cas, qui efface pas sa propre personnalité. S'intégrer, si c'est pas s'effacer, moi, ça me correspond. Ça veut dire que je suis contre l'intégration qui consiste à ce que tout le monde efface ce qu'on est pour devenir une chose qui devrait... non, moi, je pense que j'aime bien la mixture, j'aime bien la pluralité. Voilà. Oui. Je pense que la société est diverse et s'intégrer à quoi? Je pense que tout le monde a quelque chose de différent et c'est toutes nos différences qui vont créer une société multiculturelle qui donnera la richesse de la société. Voilà. Marie-Charlotte. Mais je ne sais pas s'il y a une bonne définition. Je pense que le minimum, c'est d'arriver dans un pays, essayer de vivre avec les autres aussi. Le minimum, selon moi, c'est d'apprendre à parler la langue locale déjà. Parce que c'est un frein déjà à pouvoir trouver un emploi. S'il n'y a pas d'éducation aussi, déjà c'est difficile. Mais l'intégration, pour moi, voilà, c'est pas une question. C'est pas une question, c'est quelque chose qui se vit. Et ça se vit de différentes manières. Mais je pense que voilà, il n'y a pas de bonne intégration ou de mauvaise intégration. C'est juste la manière de vivre avec les autres, en fait, et le respect. Alors, Esther, comme vous êtes la plus jeune du groupe, qu'est-ce que vous avez retenu de ces débats par rapport justement à l'intégration En tout cas, pour moi, le message que je transmettrais aussi à mon quotidien et à tous les jeunes, s'intégrer, c'est vraiment quelque chose de très important parce que déjà la vie, c'est un combat et dans la vie, il faut se battre pour réussir. Et si on se bat, on va à l'école, on fait un métier et on apprend la langue locale comme elle vient de le dire, c'est s'intégrer. En tout cas, c'est vraiment faire un effort pour s'adapter à la société. Et voilà, c'est ce que j'ai retenu. Oui. Alors, Madame Cécile Kienge, on arrive à la fin de l'émission. Je vous laisse conclure par rapport à l'échange qu'on a eu. Très intéressant. Et moi, je crois qu'il faudrait de plus en plus avoir des émissions comme celle qu'on a eue aujourd'hui. Il faudrait qu'on ait des initiatives. Il faudrait que les communautés et aussi les institutions puissent promouvoir des initiatives pour échanger les bonnes pratiques. Puisque je crois que si on parle d'intégration, mais c'est un mot que j'utilise, que je n'aime pas tellement utiliser, mais même si vous m'avez entendu prononcer, puisque moi j'utilise souvent interaction, c'est-à-dire entrer en contact avec les autres. Alors quand on me pose la question de quelle est la bonne, pour moi, qu'est-ce que ça signifie être intégré, c'est du moment où je me rends compte que je me sens moi-même, je peux parler avec tout le monde et pratiquement on a des chartes, on a la charte mondiale sur les droits de l'homme, on a beaucoup de cartes, on a aussi la constitution dans tout pays. Du moment qu'une personne peut aisément suivre et vivre selon toutes ces cartes, toutes ces chartes, je crois que c'est une personne qui vit bien. Il n'y a pas besoin de s'intégrer, de s'annuler ou bien de s'assimiler. C'est une personne. Moi, j'ai fait un parcours intérieur qui m'a emmené à ça jusqu'au moment où je me suis dit, la première phrase que j'ai prononcée quand j'étais ministre, je suis noire et je ne suis pas de couleur. Donc, vous devez m'accepter tel que je suis, puisque moi, j'accepte aussi la société, je respecte les autres. Et ça, c'est mon style de vie qui commence déjà dès ma coiffure, ma peau et tout. Et c'est pour dire, je suis tel que je suis et j'accepte les autres tels qu'ils sont. Alors, c'est ça. Okay. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cet échange et j'espère à bientôt sur le plateau d'une prochaine émission Africa Europa. Merci, au revoir. Merci.